Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'on va s'attaquer à un gros morceau. En effet, depuis un an, voire même beaucoup plus, mais vraiment un an depuis Libérer les shoujo, on voit apparaître plein de créatrices qui parlent du shoujo, de la place de la femme dans le manga, etc. Et questionner tout cela, mais c'est principalement des créatrices de contenu, des personnes sur internet qui n'appartiennent pas forcément à des structures ou des institutions culturelles. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu le bilan, de regarder ce qu'il se passe du côté de ces institutions et de questionner un petit peu la place de ces institutions dans la légitimisation du travail des femmes, de pointer du doigt finalement les problématiques qui y sont associées, mais aussi de donner des pistes de réflexion au sujet de ces institutions et de leur rôle à jouer dans la légitimisation et la mise en avant du travail des autrices. Pour réfléchir à cela, j'ai découpé mon travail en 3 parties en classant par institution. La première étant les éditeurs, la deuxième étant tout ce qui est prix et festival, et enfin on terminera avec tout ce qui touche à la presse pour enfin obtenir une conclusion. Si j'ai décidé de m'intéresser en premier aux éditeurs, c'est tout simplement parce que c'est par eux finalement que on reçoit les titres qui seront publiés en France. En effet, tout ce qui va être publié en France va passer par le filtre des éditeurs. C'est eux qui vont décider si tel ou tel titre mérite d'être publié en France, s'il peut être intéressant pour leur catalogue. Et on passe donc par les biais de ces éditeurs. Le premier biais étant finalement un biais économique puisque ils ne publient pas et ne travaillent pas pour la gloire en fait, ils publient pour être un minimum rentable, même si bien évidemment il y a des gens passionnés dans ces structures et des gens qui ont envie de pousser des titres par amour de la bande dessinée et du manga, mais c'est forcément un filtre obligatoire puisque c'est finalement une question fondamentale pour la survie en fait de leur entreprise, mais aussi le biais finalement des goûts et des politiques de ces éditeurs qui finalement reflètent les personnes qui travaillent dedans, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à un type de manga particulier, on aura envie de publier ce type de manga en particulier. Quand on a une maison d'édition qui a majoritairement des éditeurs qui sont des hommes, peut-être qu'ils liront plutôt des shonen ou des seinen. Voilà, il y a forcément toutes sortes de biais qui gravitent autour de ces maisons d'édition, et ce qui fait que notre culture manga aujourd'hui est étroitement liée à ces éditeurs, et je pense qu'elle n'est pas du tout représentative de ce qu'est finalement le manga au Japon. Dans les arts de façon générale, on constate que les femmes ont eu tendance à être effacées de l'histoire et à être mises de côté finalement. C'est donc tout à fait la même chose dans le manga, puisque on peut constater que par exemple des autrices cultes comme Moto Hagio ont mis des années et des années à sortir en France. Pendant longtemps on a seulement eu l'anthologie, et je ne vous parle pas de toutes les autres autrices dont je ne connais même pas peut-être le nom, parce que tout simplement elles ne sont juste pas publiées et complètement absentes en fait du paysage éditorial français. Il y a donc par le biais des éditeurs un véritable effacement des femmes, volontaire ou involontaire bien sûr, mais on ne peut pas nier que à travers ce biais-là, les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Pour pallier à cela, on peut constater qu'il existe des démarches pertinentes, notamment je pense à la collection Héritage de chez Akata, qui s'inscrit dans une volonté de donner un contexte finalement historique au manga, de lui donner sa place et de l'historiciser, par exemple en sortant des titres un petit peu plus vintage, des titres rétro, qui sortent un petit peu des carcans habituels. J'aime aussi le choix du nom héritage et non pas patrimoine, puisque patrimoine est connoté masculin avec le terme pater, etc. Ici on s'inscrit vraiment dans une démarche de montrer toute l'ampleur de cet héritage, toute l'ampleur finalement du travail de ces hommes et de ces femmes qui ont publié des mangas, et cette démarche d'historiciser est essentielle à mon humble avis, puisqu'elle permet en fait de comprendre la place des femmes dans le paysage éditorial, dans l'histoire du manga, et aussi de voir finalement leur influence. Ce qu'on a tendance à faire est résumer à Tezuka a créé le manga et tout découle du saint Tezuka. Et je me permets de rajouter une autre démarche que j'ai trouvée intéressante, qui cette fois n'est pas une démarche de collection mais une démarche d'exposition, avec par exemple Panini qui lors de sa sortie de son dernier titre, dont je n'ai pas retenu le nom mais je vous mettrai juste ici, qui s'inspire du Di du Genji, a décidé de s'associer au musée Guimet pour
mettre en avant une exposition autour du travail de l'autrice du roman dont le manga est inspiré, et donc de vraiment créer un contexte historique, de créer des liens, du tissage entre les œuvres, et ainsi de comprendre un petit peu mieux la place de ces femmes. Et ici on est vraiment sur un roman qui est central en fait. Le Dit du Genji, c'est vraiment une œuvre majeure de la littérature japonaise qui est écrite par une femme et qui a de fortes influences sur tous les arts au Japon. Ainsi, quand on s'intéresse à la place des femmes dans le paysage éditorial manga français, eh bien il est nécessaire de prendre en compte ces biais, d'avoir conscience que les éditeurs font des choix et que ces choix ne reflètent pas forcément l'importance et l'influence de ces femmes qui ont écrit des mangas. C'est pourquoi il faut vraiment garder ça en tête et avoir un jugement critique sur cela. D'ailleurs, même quand c'est par exemple Akata qui fait un super travail de mise en avant des autrices, il faut bien prendre en compte que forcément ils choisissent les autrices qu'ils aiment en fait. Et donc il y aura peut-être des autrices qui ne les intéressent un petit peu moins, qui seront forcément moins mises en avant. Et même si ils sont dans une super démarche de mise en avant du travail des femmes, qui font un super travail de sélection et autour de leur collection, c'est vraiment important d'avoir conscience que finalement notre vision du manga féminin en France est limitée par cela. Après vous avoir parlé des éditeurs et des biais qu'on pouvait avoir à travers leur travail, j'ai eu envie de m'intéresser aux événements autour du manga qui permettent de mettre en avant le travail d'auteurs et d'autrices. On a choisi deux qui me paraissent être les plus importants entre guillemets, à savoir la Japan Expo d'un côté et le festival d'Angoulême. La Japan Expo parce que c'est un événement qui est très populaire et qui met en avant vraiment spécifiquement la culture japonaise dont le manga, donc il y a vraiment une volonté d'être axé sur le Japon et sur cette culture. Et de l'autre côté, le festival de bande dessinée d'Angoulême qui lui n'a pas une volonté vraiment de parler spécifiquement de manga, mais qui cherche à mettre en avant la bande dessinée et donc indirectement le manga. Les deux démarches sont donc toutes les deux différentes, mais il en découle des expositions, il en découle des événements, des discussions, des masterclass autour d'auteurs et d'autrices, et donc ce sont vraiment des acteurs très importants de la scène manga en France. Et donc nous allons commencer avec la Japan Expo. La Japan Expo, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un événement qui est axé autour de la culture manga et de façon plus générale la culture japonaise. Dans un premier temps, j'ai choisi de farfouiller sur leur site et de regarder un petit peu les invités et de voir finalement par genre qui était le plus représenté. Est-ce qu'on voyait souvent des femmes ou pas? Est-ce que c'était vraiment quelque chose où on avait un pied d'égalité sur ces questions-là? Et donc je vais vous intégrer le petit graphique que j'ai fait, enfin plutôt que mon copain a fait parce que je suis un peu nulle, du coup par année sur du coup les invités de la Japan Expo. Et quand on regarde finalement ce graphique, on a l'impression en tout cas que parfois il y a des pics où on retrouve plus d'hommes que de femmes, mais que globalement chaque année il y a des femmes qui sont présentes et voilà, on retrouve on va dire une majorité d'hommes, mais avec quand même une certaine régularité dans la présence d'invités et d'autrices. Après avoir regardé ce premier graphique, je me suis dit oh c'est étrange, je m'attendais à voir un gros écart puisque aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes que de femmes représentés dans ce salon, mais j'ai l'impression qu'on a une forme finalement d'égalité un petit peu sur ces 21 années d'informations, puisqu'il faut savoir que j'ai réussi à avoir des informations à partir de la 3e édition. Puisque en fait avant il n'y avait rien sur leur site et que ça s'étend jusqu'à aujourd'hui, mais il y a eu des petites périodes de creux avec le Covid, etc. D'ailleurs pour le choix des auteurs, j'ai pris uniquement des auteurs de manga, pas du tout d'animation, et seulement des auteurs japonais parce que je trouvais qu'après ça devenait un petit peu compliqué. Et donc, revenons-en à nos moutons. Comme j'ai vu ce graphique qui finalement me donnait l'impression d'une forme d'égalité, que c'était pas du tout le ressenti que j'avais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais découper par période. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ces 3 petits camemberts. Ces 3 petits camemberts m'ont permis de me rendre compte d'une chose, c'est que d'une période à l'autre, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de femmes finalement invitées à cette Japan Expo. Je me suis demandé pourquoi finalement, qu'est-ce qui pouvait faire que aujourd'hui on avait moins de femmes qu'il y a 10 ans et moins de femmes qu'il y a 15 ans à la Japan Expo. Premièrement, je pense que au départ, quand les premiers mangas sont sortis en France, je pense que le lectorat n'était pas du tout éduqué aux questions des catégories et des cibles éditoriales, et donc forcément tout le monde se dirigeait vers les travaux d'autrices ou d'auteurs, et
cela sans trop se poser de questions, donc on arrivait plus ou moins à une égalité entre des publications par des hommes ou par des femmes, mais par la suite le lectorat s'est un petit peu éduqué sur ces questions là et on en est arrivé à une forme de marginalisation finalement du shoujo qui a été moins mis en avant. Je dis shoujo mais en fait c'est vraiment une marginalisation de l'écriture féminine en général qui a forcément été un petit peu moins mise en avant à cause de biais sexistes et du coup forcément la Japan Expo a réagi à cela et pour des raisons je pense économiques a choisi d'inviter les auteurs qui leur permettraient d'avoir le plus de personnes qui viendraient et donc des auteurs qui sont des hommes finalement qui publient à destination des hommes en sachant pertinemment que le lectorat féminin a tendance à lire de tout tandis que le lectorat masculin a plutôt tendance à s'orienter vers des œuvres faites par des hommes pour des hommes. Du coup c'était une façon d'optimiser et de maximiser les gains en fait. Du coup, pour des raisons finalement économiques, on se retrouve avec, encore une fois, une forme d'effacement du travail des femmes dans le manga, dans cet événement qui se veut pourtant axé sur la culture manga et japonaise en général. Et finalement, on se retrouve finalement un petit peu embêté face à ça. Deuxièmement, je me suis dit, oui mais peut-être qu'il y avait moins de femmes, mais que ces femmes étaient peut-être mise en avant de façon plus importante, je sais pas, c'est peut-être juste voilà une question de nombre pour des raisons X ou Y mais que ces femmes étaient quand même mises en avant de façon significative. Du coup je me suis dit que le terme invité d'honneur qui revenait parfois dans la liste des invités pouvait être intéressant, ça voulait dire que c'était vraiment la personne qu'ils avaient décidé de mettre en avant et donc je me suis dit que j'allais faire la petite liste de tous les invités d'honneur de la Japan Expo. Alors c'est un terme qui est assez récent, je crois que ça fait environ 10 ans qu'ils utilisent ce terme. Et je me suis rendu compte que finalement il y avait seulement eu 2 femmes dans les invités d'honneur, le reste était seulement des hommes. Donc on est vraiment sur un écart énorme et pour des raisons économiques ou pour des choix politiques, on constate que la Japan Expo n'a visiblement pas très envie de mettre en avant le travail des femmes. Ce qui est quand même assez désolant finalement quand on a envie de représenter la culture japonaise et qu'on se permet quand même d'effacer la moitié de la population. Après vous avoir parlé de la Japan Expo, il est temps de s'intéresser au festival d'Angoulême. Alors premièrement, il y a une chose à bien avoir en tête, c'est que j'ai eu du mal à faire des statistiques sur Angoulême. C'est un festival qui a 50 ans d'existence, donc il y a des choses qui sont trop vieilles et qui ont finalement assez peu de sources sur internet. Merci d'ailleurs les blogs de tenir au courant des palmarès et autres choses liées à Angoulême parce que vraiment ça a été une super source pour moi. Deuxièmement, même quand j'ai réussi à extraire vraiment la partie manga d'Angoulême, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de paramètres à prendre en compte. Est-ce que je m'intéressais aux expositions? Est-ce que je m'intéressais aux masterclass, au catalogue d'exposition, aux prix? Et même parmi les prix, il y avait plusieurs catégories. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi voilà, de faire des chiffres précis parmi toutes ces catégories et toutes ces choses intéressantes. Donc j'ai décidé de vous faire défiler voilà, le petit tableau que je me suis fait et surtout de revenir un petit peu sur ces événements. Dans un premier temps, on va parler des expositions. Pour ce qui est des expositions manga, il faut savoir que pendant longtemps, il y en a eu assez peu parce que c'est un festival de BD et qu'au départ, on parlait pas trop de manga. C'était pas du tout le cœur de cet événement et que finalement, on retrouvait majoritairement de la BD franco-belge, du comics un petit peu, mais pas trop de manga. Donc parmi ces expositions manga, on constate quand même une majorité d'auteurs. Il y a très peu de femmes qui ont eu la chance d'avoir une exposition. On a eu Clamp par exemple en 2008, il y en a peut-être eu d'autres mais j'ai eu du mal à trouver vraiment. On a eu l'exposition Ibana qui regroupait plusieurs autrices, Ayako Noda, Kyo Yashida et d'autres. Et pour voir vraiment des expositions axées sur le travail d'une personne, c'était quand même vachement moins fréquent. Quand on s'intéresse aux 10 dernières années pour vraiment être un peu concentré sur les choses récentes, en fait il y a surtout Moto Hagio qui arrive l'année prochaine, mais finalement pas tant que ça. Faut dire que comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est vrai que depuis l'apparition de Otomo en 2015 et le prix qu'il a pu avoir, il a vraiment fallu attendre ce moment là pour voir apparaître régulièrement du manga. Donc c'est vrai que c'est à nuancer de ce côté là, mais on constate quand même qu'il y a très peu de femmes parmi ces expositions.
Par la suite, je me suis demandé, et du coup, est-ce que on a pu avoir des catalogues d'exposition sur des femmes? Et bien forcément, s'il y a peu d'expositions sur des femmes, et ben, il y a forcément moins de catalogues d'exposition. Et je crois, je ne suis pas sûre, mais je pense que Moto Hagio sera la première mangaka à avoir son catalogue d'exposition. J'ai pas pu avoir vraiment une liste très précise, mais c'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Je sais pas s'il y en a eu un pour Clamp à l'époque, ça remontait un peu trop pour avoir des infos à ce sujet, mais c'est l'impression qui en est ressortie. Ensuite, je me suis intéressée aux prix. Et alors là, les prix, encore une fois, on tombe sur le biais de... c'est un festival de BD de façon générale, donc il y avait moins de prix pour les mangakas, mais quand même, on constate que les hommes ont plus de prix que les femmes au festival d'Angoulême. Je pense notamment à l'édition de cette année, qui était l'édition 2023, où 4 auteurs de mangas sont venus... au festival, 3 qui visiblement étaient vraiment là avec le festival d'Angoulême et qui ont eu à chaque fois un prix. C'était 3 hommes, Ikegami, l'auteur de l'Attaque des Titans dont j'ai oublié le nom, et le petit dernier c'était Ikegami... Junji Ito, c'est bon, tout va bien. Et donc on avait donc ces 3 auteurs qui sont repartis avec un prix, et notre petite Akane Torikae qui venait avec Akata, qui est quand même bien restée dans son coin. Certes, elle n'avait pas d'exposition à son nom, elle n'était pas autant mise en avant, mais elle a été quand même pas très visible sur ce festival, et c'est surtout le travail d'Akata qui a permis de la mettre en avant. Donc quand on fait le bilan sur ce festival d'Angoulême, on constate encore une fois un biais sexiste dans la sélection finalement de ces mangakas. C'est quelque chose qui avait été constaté et pointé du doigt en 2016 quand plusieurs collectifs féministes avaient pointé du doigt le fait que voilà, au niveau de la sélection des BD en général, c'était surtout axé à destination d'un public masculin et par des hommes. Et finalement on retrouve la même chose dans le manga. Cependant, là où je nuancerais quand même, c'est que j'ai quand même espoir de voir apparaître plus de femmes. Pourquoi? Et bien tout simplement puisqu'en 2024 on a la venue de Moto Hagio, et on a quand même l'impression que les lignes sont un peu en train de bouger de ce côté là. Donc j'espère vraiment que la venue de Moto Hagio signera le retour de toutes sortes d'autrices de manga au festival d'Angoulême. À suivre, mais c'est ma petite note d'espoir, on va dire. Après vous avoir parlé des différents événements type festival, mais aussi des éditeurs, je pense qu'il est important de s'arrêter sur la presse. Pourquoi j'ai décidé de m'arrêter sur la presse? Et bien tout simplement parce que c'est encore une fois un moyen de faire passer des informations sur des auteurs et des autrices, de faire des papiers analytiques sur le travail de telle ou telle personne, et donc de les légitimer et de les mettre en avant. Et dans un premier temps, j'ai décidé de m'arrêter sur le magazine Atome. Alors pourquoi je m'intéresse au magazine Atome et pas un autre? Tout simplement parce que c'est celui que j'ai lu pendant un moment et que je trouvais très intéressant. Je connais moins Animeland, mais j'imagine qu'on peut retrouver des biais similaires dans ces deux magazines. Pour ce qui est d'Atome, j'ai constaté depuis de nombreuses années qu'il y avait toujours la même remarque qui revenait sur à chaque numéro d'Atome, à savoir où sont les femmes. Je sais que Fausto Faciulo s'est déjà exprimé plusieurs fois, a dit que c'était des questions de goût, parfois de gestion toute bête du temps. On peut pas aller interviewer telle ou telle personne, donc on se retrouve avec un magazine plus axé sur les hommes pour ce numéro, ou voilà. J'en ai tout à fait conscience et je comprends en fait cet aspect là, mais quand même je trouve que c'est un magazine qui mériterait de mettre plus en avant le travail des femmes, qui mériterait quand même de valoriser un peu plus leur travail, même si ça a été fait dans le magazine Le Pouvoir des Autrices. Mais c'est vrai qu'un seul numéro qui pop comme ça, est-ce que c'est pas juste pour dire bon bah voilà, débrouillez-vous avec vos 3 autrices et puis ciao, on n'en reparle plus? Je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui me désole parce que je trouve que c'est un magazine de qualité qui est très intéressant et j'aimerais vraiment voir des articles sur des autrices de shoujo ou d'autres choses, mais voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir me retrouver dans ce magazine et pouvoir y adhérer en trouvant des choses qui me ressemblent. Encore une fois, il y a peut-être un mieux de ce côté-là puisqu'on a vu ce magazine Le Pouvoir des Autrices. J'espère que ça va évoluer par la suite, mais à suivre quoi. Toujours dans cette démarche de jeter un regard sur le monde de la presse et du manga, je me suis dit qu'il était intéressant de regarder le prix ACBD. C'est un prix qui est remis par des journalistes et qui désigne finalement les titres qui sont méritants selon eux, que ce soit de la BD ou du manga. Et donc ce que j'ai pu constater en allant sur leur site, je me demandais en fait qui était derrière finalement ce prix ACBD. J'ai un petit peu farfouillé dans leur site, j'ai trouvé la liste des membres actifs de l'association.
Et comment vous dire, sur 100 membres actifs, il y avait seulement 18 femmes. Alors, peut-être que c'est juste un hasard, peut-être que c'est juste qu'il y a moins de femmes journalistes qui s'intéressent au manga, peut-être que voilà, ce sont toutes sortes de circonstances qui font que... Mais il n'empêche que quand même j'ai trouvé ça un petit peu... inquiétant, alarmant, je sais pas, j'ai pas le terme, de voir si peu de femmes représentées dans ce prix. Je sais pas du tout les raisons et voilà tout ça, mais je pense que ce serait intéressant pour avoir une vision plus, comment dire, moins biaisée, plus fine, avec des points de vue différents, de voir plus de femmes représentées dans le jury de ce prix. Mais c'est vrai que bien sûr, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent cela. En tout cas, pour ce qui est de la presse, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que ce serait hyper intéressant d'avoir une presse plus diversifiée avec des points de vue différents. Je dis des femmes, hein, mais c'est valable aussi pour des personnes venant de minorités qui peuvent apporter des points de vue différents. Mais voilà, j'ai envie de voir plus de diversité dans cette presse pour avoir des points de vue différents, des mises en avant différentes et vraiment pour avoir vraiment une vraie richesse de ce côté-là parce qu'il y a vraiment du potentiel, il y a des gens qui font des choses hyper intéressantes et c'est juste dommage de pas avoir une vision plus large et d'en rester finalement à cela. Pour conclure, si on voit un effort de la part des lecteurs et surtout des lectrices pour s'intéresser à ces femmes et à les mettre en avant, je trouve qu'on a encore beaucoup de travail à faire de la part de ces institutions, de ces structures qui publient, qui mettent en avant, qui créent des expositions autour de ces titres. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel à mon humble avis pour légitimer finalement le shoujo et l'écriture féminine de façon générale. On a besoin de ces institutions et de leur travail pour donner une vision large et riche de l'écriture féminine et c'est vraiment un travail à faire de toute urgence. Cependant, je trouve quand même qu'on peut voir des efforts de la part de pas mal d'acteurs, que ce soit du côté des éditeurs qui proposent des collections, qui proposent plus de shoujo. Cette année on a vu pas mal de live shoujo, etc. Enfin voilà, il y a des vraies propositions autour de l'écriture féminine du côté des éditeurs. Du côté des événements qui sont organisés, on peut voir que chez la Japan Expo c'est un peu l'effet inverse, mais au FIBD il y a quand même des efforts qui sont faits, donc peut-être que ça va s'améliorer de ce côté là aussi. Du côté de la presse, il y a aussi des initiatives qui sont faites, mais on pourrait voir quand même des pistes d'amélioration. Et donc qu'est-ce que je propose moi comme piste d'amélioration? Et bien premièrement, essayer d'avoir un maximum de démarches pour contextualiser, historiciser, mettre en avant et en lumière le travail de ces autrices, de ces femmes qui écrivent et essayer de ne pas les effacer de l'histoire pour des raisons économiques ou des raisons juste de goût. Essayer au maximum de valoriser leur travail et de montrer leur importance. Et je trouve qu'il y a aussi un élément hyper important à prendre en compte, c'est d'essayer en tant qu'acteur du milieu de la bande dessinée et du manga, d'essayer de ne pas être méprisant vers le lectorat, c'est-à-dire que le lectorat ne connaît pas tous les aspects de l'édition, ne connaît pas tous les enjeux derrière tel ou tel prix ou derrière tel article de presse, mais le lectorat a quand même des envies, des besoins et il pointe quand même du doigt certaines problématiques, certaines causes sociales qui sont dignes d'être mises en avant et notamment je pense que la question de la place des femmes dans la culture et dans la bande dessinée c'est vraiment une problématique hyper importante et hyper centrale et du coup il est nécessaire d'écouter les lectrices qui font remonter cela, qui insistent sur cela, qui se mettent en colère par rapport à cela. Et voilà, je pense que c'est vraiment les axes sur lesquels travailler et je souhaite vraiment que ces institutions prennent conscience de cela. J'espère que ça va progresser. Honnêtement, je me fais pas trop de soucis parce que je vois des efforts, hein, mais on est encore loin, mais très loin d'avoir quelque chose de parfait. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. C'est pas facile pour moi de parler de tout ça parce que c'est assez dense, c'est un sujet assez vaste, mais voilà, j'espère avoir été intéressante tout le long. N'hésitez pas à partager, commenter, machin, cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Salut!